Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons ce matin au concert avec un pianiste, un jeune pianiste. Bonjour Ali Irache. Bonjour Madame Brassier. Merci d'être venue ce matin pour présenter ce nouveau CD qui s'appelle tout simplement Schumann. Oui. Qui est un CD extrêmement séduisant, que j'ai tout de suite mis dans mon petit appareil et qui d'abord nous offre des pièces de Schumann qu'on connaît peu. Oui, en particulier les David Bündler-Tanz qui, alors pour être précis, dans la discographie désormais vraiment très, on a presque tout enregistré, disons que on a quand même des enregistrements, mais c'est vrai que ce sont des pièces assez rarement jouées en concert, alors que Kreisleriana a connu quand même un certain succès. Plus grand. Voilà. Oui, plus grand. Voilà. Alors, et finalement, c'est quand même merveilleux de découvrir des partitions qu'on n'a jamais entendues ou très rarement. Parce qu'il y a un phénomène, l'accoutumance est un phénomène lassant. Réentendre, en dehors de la tribune des critiques de disques que j'écoute beaucoup, mais c'est fatigant d'entendre toujours le même morceau alors que il n'y a plus de surprise, on sait la note qui va suivre, on peut la chanter, alors que découvrir une partition, cela demande toute votre attention et c'est un autre exercice. Alors, vous êtes jeune, vous êtes né à Paris en 1976 et vous avez été mis très tôt au piano. Absolument. Votre maman était amoureuse du piano? Absolument. C'est aussi bien d'ailleurs ma mère que mon père et en particulier mon grand-père paternel aussi, voilà, qui... Des musiciens tous? Pas de musiciens dans la famille, pas du tout. Mais épris de musique? Mais épris de musique, des mélomanes. Des mélomanes, voilà. Très bien. Et vous commencez vos études musicales très tôt avec Antonio Ruiz Pipo. Oui. Et à 15 ans, vous partez en Italie où vous poursuivez votre formation au Conservatoire Verdi de Milan sous la direction de Riccardo Risaliti. Il y a une grande école de... Je ne connais pas grand-chose. Il y a une grande école de piano aussi à Milan. Alors en tout cas, en Italie, il y a absolument, incontestablement, une grande école de piano. Bon, l'Italie est un pays de musique, comme chacun sait. Bon, en général, on associe l'Italie à l'art lyrique. Oui. Voilà, mais il y a une très grande tradition de piano en Italie. Je pense à... notamment aux plus connus et aux monstres sacrés comme Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini, mais on pourrait nommer aussi Sergio Fiorentino, Carlo Zecchi qui était de la génération précédente, et bien sûr Aldo Ciccolini qui lui est devenu ensuite français puisqu'il a vécu depuis tout jeune à Paris après sa victoire au concours Marguerite Long. Et donc vous suivez ce difficile cursus des jeunes pianistes avec beaucoup de concours et vous nous offrez donc ce CD de Schumann. Alors, c'est le premier dans votre carrière discographique ou vous en avez fait d'autres? Alors, c'est le premier CD consacré à Schumann, c'est ça. Puisque j'ai fait, donc le dernier CD qui était sorti était un CD consacré à la musique espagnole, donc Federico Mompou et Antonio Ruiz Pipo, qui était donc mon premier professeur. Et qui était un compositeur. Qui était un compositeur, absolument. Et qui était de quelle origine? Espagnol. Espagnol, lui bien aussi. sûr, oui.
Et ensuite, j'ai aussi fait donc un disque enregistré sur les études de Chopin, les 24 études de Chopin. Et puis, il y avait quand même un petit clin d'œil à Schumann, puisque j'avais enregistré un disque consacré à Brahms, dont des variations sur un thème de Schumann. Alors, sachant le lien très fort de filiation entre Schumann et Brahms, voilà, je pensais qu'il était temps aussi d'enregistrer un Schumann. Un Schumann. Voilà. Alors, c'est Schumann qui, en lisant ce petit opuscule du CD, a eu une vie absolument tragique. Oui, absolument. Une sœur qui se suicide, une mère qui meurt beaucoup trop tôt, un enfant qui meurt, de difficiles épousailles, puisque le père de Clara Schumann est un individu extrêmement désagréable qui ne veut pas de Schumann. Absolument. Et donc une succession d'épreuves qui finalement viendraient à bout de l'homme le plus fort. Oui, et puis sachant la sensibilité extrême de Schumann, bien sûr, comme vous le disiez, des épreuves incontestables hein, qu'il a affrontées tout au long de sa vie, et puis aussi, disons, beaucoup d'intensité dans les différentes passions qu'il a eues, puisqu'il a voulu, c'est quand même, Schumann est peut-être le plus littéraire des compositeurs romantiques. Il a aussi voulu être pianiste concertiste, comme l'était d'ailleurs sa femme Clara, et finalement comme Liszt. Mais cette carrière a été, on va dire, frustrée. Alors, a posteriori, on pourrait dire Dieu merci, vu le compositeur qui s'est révélé être, puisqu'il a souffert d'une paralysie d'un doigt à la main, un doigt de la main, pardon. Après avoir s'être trop entraîné. Oui, puis à l'époque, vous aviez une conception très, très mécanique disons, de la technique pianistique. Donc, on avait des méthodes parfois qui étaient anti-physiologiques. Donc, barbare, oui. Voilà, presque, c'est le mot. Et donc, voilà, et puis cet amour donc, de toute une vie pour Clara Schumann, avec laquelle il a quand même eu de nombreux enfants, et mené de front, bien sûr, l'activité de concertiste de sa femme, qui était une très grande pianiste, plus son activité de compositeur, tout ça représentait une vie intense, on va dire, très intense. Une vie intense et riche. Oui. Alors, les premiers morceaux dont je ne vais pas prononcer le mot parce qu'il est compliqué pour moi en allemand, ont été écrits d'ailleurs quand le père de Clara a interdit le mariage. Oui. Il a dû s'éloigner et il s'est mis à composer à ce moment-là. Absolument. En fait, aussi bien les Davids Bündler-Tanz que les Kreisleriana ont été écrites, composées plus ou moins à la même époque. Voilà, bien que l'opus pourrait, l'opus pour l'édition pourrait faire croire que Kreisleriana est postérieure. Effectivement, elle est postérieure, mais d'un ou 2 ans à peu près. Et donc, ces Davids Bündler-Tanz passent à travers une introduction qui est en fait une petite composition qu'avait écrite Clara, une mazurka. C'est ça. Voilà. Donc, il part de la mazurka pour nous emmener dans un voyage initiatique, c'est pour ça, oui, j'ai entendu son monde intérieur. J'ai entendu une danse, en effet. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire qui sont Florestan et Eusebius, ces personnages qui reviennent dans chacun des morceaux? Oui. Alors, Florestan et Eusebius sont des alter ego de Schumann, en fait, qui l'ont accompagné toute sa vie.
et qui l'ont d'ailleurs au final peut-être aussi déchiré ou lacéré, puisque en fait Florestan est l'archétype du passionné, de l'homme emporté, fougueux. Eusébus est le poète rêveur qui se laisse aller à un monde en dehors, disons, du réel, oui. voilà. Et donc, ces deux figures sont omniprésentes dans toute l'œuvre de Schumann, pas seulement d'ailleurs dans ces deux œuvres. Voilà. Et donc, il s'agissait pour Schumann de personnages, certes, imaginaires, symboliques, mais qui avaient vraiment quelque chose qui sont devenus quelque part une réalité, et à travers l'incarnation dans sa musique, dans ses compositions, mais aussi personnellement, puisque comme chacun sait, Schumann a quand même fini tristement ses jours dans un asile d'aliénés après une tentative de suicide au bord du Rhin. Est-ce que vous pouvez nous traduire le titre de ces œuvres? Nous allons vous voir tout à l'heure dans une vidéo, mais je voudrais que vous me traduisiez parce que en fait, vous avez donc effectivement dans les Davidsbündler Tanz, ce serait les danses des compagnons de David. En fait, Schumann était aussi critique musical et il s'en prenait à l'époque aux Philistins qui représentaient donc l'ordre établi musicalement parlant. Et donc vous avez dans d'autres œuvres aussi les compagnons de David. Vous avez par exemple dans le Carnaval de Schumann la marche finale qui est la marche des compagnons de David. Donc ça c'est en ce qui concerne la première œuvre. Par contre, Kreisleriana, c'est en fait des pièces inspirées donc par un personnage littéraire, Kreisler, qui est un maître de chapelle, accompagné de son chat. D'ailleurs, nous parlions en antenne du maître et Marguerite. Oui. Voilà, il y a une espèce de filiation qui finira donc fou. Et donc Schumann a écrit donc ces 8 pièces qui sont en fait inspirées par l'œuvre d'Hoffmann. Très bien, très bien. Alors, nous allons, là maintenant, offrir aux téléspectateurs cette petite vidéo sur cette pièce numéro 14, donc, qui s'appelle... donc nous avons les indications donc chantant et elle incarne Eusébus, donc le fameux poète rêveur en dehors du monde.
Alors, Ali Iresh, on voit une alternance dans votre CD de passages d'une grande douceur et puis des passages beaucoup plus combatifs, puisque c'est un combat des compagnons de David. Absolument. Est-ce que c'est très difficile à jouer? On dit que c'est très difficile à jouer. Écoutez, quand on veut faire quelque chose, quand on interprète, on a le privilège d'interpréter des œuvres de génie, en fait, de la culture, c'est toujours très difficile, puisqu'on a quand même une grande responsabilité, ne serait-ce que par rapport à ces œuvres, et puis par rapport aussi à notre public, qui mérite, bien sûr, le fait qu'on essaye d'être le plus fidèle à l'esprit, à la lettre et à l'esprit de ces œuvres. Donc oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est très stimulant, passionnant, et quand on a le privilège de pouvoir l'exercer, je pense que quelque part, et la charge et les responsabilités que ça implique, finalement, vous pèsent beaucoup moins. Et comment commencez-vous à travailler une œuvre? Vous écoutez les autres interprétations ou au contraire, vous n'écoutez pas les autres interprétations? Alors, vous savez, depuis donc l'arrivée du disque, bon, plus ou moins après la Deuxième Guerre mondiale, maintenant tous les musiciens ont entendu en général beaucoup d'œuvres, et ça les façonne aussi bien consciemment qu'inconsciemment d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc bien sûr je connaissais des enregistrements de ces œuvres. Pendant que moi personnellement, donc mes collègues n'ont pas forcément les mêmes méthodes, mais j'essaye d'éviter les écoutes pendant que je travaille les œuvres, puisqu'on essaye en quelque sorte de repartir à zéro. C'est un imaginaire, on imagine de repartir à zéro. Alors on sait qu'on ne repart jamais à zéro, mais on se lance dans ce jeu pour essayer d'avoir une vision qui soit le plus en adéquation possible avec le texte et avec l'esprit de l'œuvre. Voilà. Et alors, avant d'enregistrer, par contre, moi, personnellement, j'enregistre toujours après avoir joué ces œuvres en concert pendant un certain nombre d'années. Voilà, pour ensuite laisser donc une trace sur le disque. Très, très bien. Vous participez à des festivals, on peut vous écouter où? Alors écoutez, on vient de passer une période quand même assez spéciale et qui a été assez difficile. Mais avant la guerre, alors en fait, donc je me produis régulièrement pour une société de production, Salle Cortot, où j'ai joué ces 2 dernières années 4 fois, et il est question donc dès 2022 justement de présenter au public parisien ce CD, toujours Salle Cortot. Très bien. Voilà. Vous aurez la bonté de nous prévenir et je préviendrai les téléspectateurs de cette date. Avec grand plaisir. Et alors, déjà vous préparez une nouvelle œuvre, un nouveau compositeur? Oui, on va probablement rester toujours dans le romantisme. Cette fois, ce sera un disque qui ne sera pas monographique, mais on va s'occuper de la figure de Faust et du Wanderer à travers Liszt et Schubert. Voilà, et c'est l'idée et cette ça, c'est une très jolie idée de prendre un thème et de prendre les variations de grands créateurs sur ce thème. C'est une très belle idée, oui, en effet. Voilà. J'ai envie de vous... Là, maintenant, vous vivez à Paris ou vous vivez... Je vis entre la France et l'Italie. Toujours. Voilà, toujours. Donc je vis à Paris, effectivement, une partie de l'année. Toujours. Et puis, donc c'est pour ça que vous êtes souvent à Salle Cortot, qui est une salle magique.
Absolument, l'acoustique est fabuleuse. En plus, elle est à taille humaine et je me sens maintenant dans cette salle. J'y ai joué la première fois, je pense que ça doit faire au moins 15 ans, 20 ans et j'avais découvert cette salle et depuis, je ne m'en lasse pas. Et alors, parlez-nous maintenant de Kreisleriana, opus 16, oui. et ayez la bonté de nous traduire. Ça me manque de ne pas parler allemand, ça me manque. Alors, disons que, surtout avec le romantisme, l'allemand est très important. Je ne parle pas, ceci dit, moi aussi allemand, mais enfin, à force de lire les indications. Écoutez, sur les 8 pièces de Kreisleriana, ce sont des indications, en fait, surtout de tempo. Donc vous avez l'animé, parfois des indications psychologiques dans une atmosphère intime, pas trop rapide, lent. Et la dernière, donc qui est une pièce rapide et joueuse. Littéralement, Spielend. Oui, ça c'est joli. C'est jouet. Ça dit tout, voilà. Joueuse. Ça dit absolument tout. Et quels sont vos rêves pour l'avenir? Qu'est-ce que vous voudriez... moi, mes rêves sont finalement ceux de pouvoir achever mon parcours artistique et donc de faire le plus de disques possible. On espère le plus tard possible. Et voilà, j'ai beaucoup de projets en cours, notamment discographiques. Et disons que mon rêve serait celui de pouvoir réunir des gens à travers la musique. La musique a aussi cette fonction qu'elle parle en fait à tout le monde et au-delà de beaucoup de choses qui peuvent diviser. Et donc, en ces temps un peu troublés, je pense que ça a une fonction très importante. Et en tout cas, une fonction rassérénante. Absolument. Dans cette période si troublée et si stressante pour beaucoup de gens, est-ce que vous trouvez qu'en France, vous dites que vous jouez Sal Corto, mais est-ce que c'est assez pour un pays comme la France, alors que vous devriez tourner dans toutes les régions de France, toutes les capitales de province devraient inviter des musiciens. Est-ce qu'on fait assez pour la musique en France ? C'est une question très complexe, vous savez. Moi, j'aurais tendance à dire, de mon point de vue, que de toute façon, on ne fait jamais assez pour la musique, pour l'art et pour le beau. Voilà. Après, on a beaucoup de. Je joue dans des festivals, bien sûr, en France, mais vous savez, on a beaucoup de pianistes et j'ai des collègues qui sont très valables. Mais c'est un monde très compétitif. Et puis, vous avez bien sûr des circuits qui s'installent, qui vont et qui viennent, sans que parfois on en sache la raison exacte, d'ailleurs. Donc, être musicien, c'est plus une vocation. Et ensuite, ce qui arrive par la suite est bon à prendre. Et pain béni. Voilà. Pain béni. Mais si vous voulez, je suis un peu frappée. Bon, on parle beaucoup des festivals, mais les festivals, c'est juillet et août, voire Pâques pour le festival Bach à Deauville, mais c'est quand même peu, Il y a 12 mois dans l'année, il y a 55 samedis, puisqu'il y a 55 semaines. Je trouve qu'on est... on est quand même en manque. Je parle du point de vue du public, on est en manque. Oui. Alors, je pense que ça dépend en fait de la répartition territoriale. À Paris, la grande ville, la grande capitale, on a beaucoup d'offres de concerts. Après, il y a certains territoires, effectivement, où ça manque, mais c'est peut-être à faire, justement. Il faut combler ces vides pour le bonheur du public et des musiciens. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir offert ce CD
Ali Hirech sur Schumann, qui enthousiasmera nos téléspectateurs. Il est publié, il faut le dire, il est publié chez... Bion Records. Bion Records, c'est celui qui vous a déjà édité. Exact. Et vous le trouvez donc sur Internet. Sur Internet, tout simplement. On tape Schumann, Ali Hirech, et vous verrez qu'avec Bion Records, vous trouvez la référence. On trouve toutes les références. Oui. Merci beaucoup de ce moment de grâce, Merci Ali à vous, Hirech. Et vous nous prévenez quand vous jouez Sal Corto et nous y rendrons. Merci infiniment. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite.